La cérémonie des Oscars a eu lieu hier soir et c'est donc l'occasion pour nous de revenir sur quelques looks vus sur le tapis rouge parce que même si les Oscars sont des récompenses plutôt cinématographiques, le tapis rouge lui est devenu emblématique parce que la cérémonie est tellement importante dans le milieu du cinéma qu'en général les participants font très attention à ce qu'ils portent, à ce qu'ils vont proposer et donc on a des looks assez glamour, voire très pointu, high fashion. On va voir ce que ça donne cette année. Et comme d'habitude sur Instagram, je vous ai proposé des sondages pour voir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me rejoindre si ce n'est pas encore fait pour voter. Et en plus, hier soir, je vous ai proposé également quelques-unes de mes prédictions. J'avais seulement sélectionné des looks vus sur les dernières Fashion Week, mais bon, on va voir si j'ai eu raison. Donc commençons tout de suite cette Fashion Police avec le premier look, celui d'Anya Taylor-Joy qui est venue dans une robe Dior que vous reconnaîtrez peut-être puisqu'il s'agit d'une reproduction, voire plutôt d'une réinterprétation de la robe Vénus de Dior qui avait été imaginée par Christian Dior lui-même en 1949 et cette robe est légendaire et historiquement très forte pour la maison Dior. Je trouve ça plutôt intelligent de miser sur une robe qui a une dimension historique parce que déjà ce tapis rouge s'y prête bien mais également parce que ça donne directement du poids à la proposition, on comprend directement le propos on va dire de cette robe, sachant que c'est une robe en plus esthétiquement très reconnaissable par rapport à ses pétales qui viennent former toute la jupe, qui d'ailleurs à l'origine ont été inspirés par les coquillages et l'écume de l'eau du tableau La naissance de Vénus de Botticelli. Là, ici, on est vraiment sur une réinterprétation parce que sur l'archive de la marque, on a vraiment une robe beaucoup plus volumineuse avec des pétales qui sont plus parsemés et plus épaisses. Là, la robe a une forme beaucoup plus droite, bien qu'il y a quelques jeux de volume, avec ces pétales qui donnent l'impression presque vraiment qu'il y a une fleur qui fleurit au niveau de ses hanches, c'est vraiment magnifique, mais surtout il y a une plus grande densité de pétales, de broderie. D'ailleurs la maison Dior elle-même mentionne la robe Vénus comme référence, mais on peut clairement citer la robe Junon qui provient de la même collection à la base, mais qui me semble un peu plus ressemblante. Je pense qu'ils ont cité Vénus parce qu'ils ont gardé sa couleur gris cendré qui était chère à Christian Dior. Visuellement c'est vraiment mais sublime, regardez tout ce travail qui est fait au niveau de la broderie, on a l'impression presque qu'il y a des plumes partout, alors que c'est vraiment tout perlé, ça a demandé je crois pratiquement 5000 heures de travail, ce qui est énorme, mais quand on voit le résultat, ce n'est pas étonnant. Sur les photos où elle est de profil, on voit que même sur le bustier, les broderies créent une sorte de motif au niveau de ses côtes, au niveau de son dos, qui crée comme un effet d'optique et qui vient s'enrouler autour d'elle. C'est vraiment sublime et ça accompagne en plus le bas de la robe qui finit en une légère traîne, encore une fois, très subtile. Vraiment, les ateliers ont fait un travail de dingue et je trouve ça assez cool de l'avoir revisité, étant donné que c'est une silhouette qu'on avait déjà vue sur Nathalie Portman dernièrement sur un tapis rouge. Là au moins ça permet de ne pas avoir cette sensation de répétition, de revoir une robe qu'on connaît beaucoup, quand bien même elle est iconique et qu'on adore la revoir. Là ça me semble pertinent de l'avoir revisitée, je trouve cette proposition ultra moderne. J'aime beaucoup également sa mise en beauté qui accompagne finalement la robe, enfin je trouve ça très équilibré, très juste. Je ne suis pas fan, vous le savez moi à la base, des bustiers avec le collier, mais encore une fois, là, ça s'y prête bien. C'est complètement cohérent avec la proposition globale. Sans trop de surprise sur Instagram, vous avez été une grande majorité à la mettre dans un top. Passons maintenant à Cynthia Erivo qui est venue dans un look custom Louis Vuitton qui est intéressant de par sa construction étant donné que sur de nombreuses photos et vidéos on a l'impression qu'elle porte une robe plus en manteau alors qu'il s'agit vraiment d'une seule et même pièce qui a été pensée justement pour avoir des empiècements qui se détachent un peu les uns des autres et qui donnent une belle dynamique. Et ça a une vraie valeur ajoutée étant donné que le look n'est que d'une seule matière, c'est-à-dire le cuir, et d'une seule et même couleur, c'est-à-dire ce bleu canard qui est assez inhabituel en plus sur les red carpet, mais que je trouve magnifique. Enfin, je trouve que vraiment c'est une couleur qui apporte beaucoup de puissance à la tenue et qui est en plus particulièrement intéressante puisqu'il s'agit d'une référence à la sorcière à la peau verte qu'elle joue dans Le Magicien d'Oz, donc dans le film qu'elle est en train de promouvoir. Donc j'adore quand il y a des liens comme ça et que la tenue nous raconte quelque chose et qu'on voit qu'elle a été réfléchie vraiment pour elle, pour le film qu'elle représente. Donc ça, je trouve ça vraiment super cool. Mais pour en revenir vraiment aux empiècements, ce que moi je trouve dingue, c'est vraiment la manière dont les différents empiècements se répondent, puisqu'on a vraiment cette robe qui paraît assez classique, qui d'ailleurs aurait mérité d'être un petit peu mieux fitée au niveau de sa poitrine, mais c'est un détail. Et ce qui vient vraiment faire la différence, ce sont les manches qui sont bien intégrées sur le haut de la robe, mais qui se transforment en traîne et qui apportent un beau volume. Ça lui fait un magnifique port de tête. Les fronces au niveau des épaules ont une vraie valeur ajoutée parce que ça apporte de la texture et ça contraste avec ce col qui est un peu plus lisse
Et d'ailleurs on a ce même contraste sur le bas de la robe avec donc les manches qui finissent en traîne, qui viennent comme entourer sa silhouette et qui permettent de mettre en lumière finalement sa silhouette par un jeu de perspective qui vraiment pour moi est hyper intéressant et qui est pas si facile à obtenir étant donné que vraiment tout est dans la même matière et dans la même couleur, donc c'est vraiment un jeu sur les coutures, sur la manière dont le tissu est travaillé qui moi me fait vibrer. Je regrette qu'il n'y ait pas ou peu d'accessoirisation. Je pense que la robe certes se suffit à elle-même, mais qu'elle aurait été encore plus mise en lumière, même si le décolleté répond super bien aux manches et que c'est bien réfléchi, que ça respire bien, qu'il y a une belle dynamique sur le tout. Ça me manque quand même, ça donne la sensation que la tenue est un peu fade, là où une accessoirisation plus léchée aurait totalement remédié à ça. Passons maintenant à Ariana Grande qui est la co-star donc de Cynthia Erivo dans toujours ce remake du Magicien d'Oz et qui donc a elle aussi une tenue qui est cohérente avec le personnage qu'elle joue dans le film puisqu'elle a opté pour une silhouette entièrement rose, donc on n'est pas étonné, mais elle n'a pas choisi la tenue la plus subtile, on va dire. J'ai l'impression qu'on est vraiment sur une proposition un peu qui tout double selon qui va la porter et selon à quel point on va l'assumer, à quel point on va jouer avec la tenue. En réalité, on est sur une tenue qui, sur le papier, me plaît assez bien, avec ce manteau, châle, très volumineux, qui est presque semblable à une couette. Je trouve que c'est une pièce forte, c'est osé, et ça peut même être audacieux, et ça contraste assez bien avec la robe, la base de la robe, qui est assez sobre, qui a un petit jeu de matière quand même, avec tous ses plissés, mais c'est une robe qui, pour moi, a de la gueule seulement si on l'assume, seulement si on l'incarne. C'est le genre de tenue qui est parfaite pour un édito, pour un shooting photo, même pourquoi pas sur un défilé avec une mannequin encore une fois qui incarne la tenue. Mais là sur le tapis rouge avec en plus Ariana Grande qui n'a pas spécialement de style, si je puis dire ça comme ça, si je me fais pas taper sur les doigts, qui n'a pas de sensibilité mode particulière et qui n'a rien spécialement à raconter avec cette robe, je trouve qu'on passe un peu à côté, qu'elle fait presque un peu fadasse parce qu'encore une fois l'accessoirisation est dans ce truc très princesse par rapport au film, mais du coup au lieu d'apporter de la puissance à la tenue, ça a tendance à la mémériser et vraiment le global, la proposition globale pour moi est vraiment trop fade, trop mémérisante et trop cuculapraline et finalement ça ne raconte rien. Donc en gros pour moi c'est juste une question de mauvais match et de mauvais timing. Sur Instagram de votre côté vous êtes vous aussi assez mitigé puisque là on est pratiquement à un 50-50, donc je pense que j'ai vu assez juste et que c'est une robe, soit ça passe, soit ça casse. Passons maintenant à Carey Mulligan qui est venue dans une robe Balenciaga et comme Anya Taylor-Joy, elle a voulu apporter une dimension historique à sa proposition étant donné qu'ici c'est une reproduction de la robe flamenco qui date de 1951 et qui avait été imaginée par Cristobal Balenciaga lui-même puisque pour ceux qui ne le savent pas, Cristobal Balenciaga est un couturier espagnol et donc il avait tendance à s'inspirer de la culture espagnole et il avait fait toute une série de robes dans le style flamenco qui finalement sont devenues iconique pour la maison Balenciaga. Donc déjà le fait que la robe est une histoire, ça apporte une valeur ajoutée et de toute façon on est vraiment dans une ère où on aime aller sur les archives, on aime faire des références historiques, mais là la robe en plus de ça est esthétiquement hyper puissante. Déjà la forme sirène est magnifiquement bien exécutée, ça suit vraiment bien sa silhouette pour se finir dans un énorme volume qui se tient hyper bien, qui est hyper bien construit. Si vous regardez les détails, vraiment tout est bien coupé, c'est sublime. Et c'est encore plus sublime parce que les matières se répondent parfaitement bien. La robe est vraiment dans un velours noir profond, vraiment d'une intensité. Et puis ça laisse apparaître des couches de tulle qui sont plissées et qui apportent de la légèreté, de la fluidité, quelque chose d'un peu presque poétique à la tenue et c'est phénoménal. Enfin vraiment si vous n'avez pas compris que j'aime cette tenue, je ne sais pas quoi vous dire. Avec en plus de ça les gants d'opéra qui s'arrêtent pile au niveau de la poitrine et qui laisse son poitrail entièrement nu et finalement sans accessoires, mais là je suis contente qu'il n'y ait pas d'accessoires parce que ça met vraiment toute la lumière sur ses épaules. En plus comme elle a les cheveux courts, bon qu'elle a mis juste 2 diamants et c'est très intelligent, toute la lumière est apportée sur son visage et le tout est hyper bien équilibré. C'est vraiment le genre de tenue que je veux pour les Oscars. Je regarde ce tapis rouge pour voir ce genre de silhouette. Et à la fois super chic,
assez sobre, mais tellement high fashion. Sur Instagram, vos votes ne font bien évidemment aucun doute, vous également, vous l'avez mise dans un top. Parlons maintenant de Billie Eilish qui est venue dans une tenue Chanel qui est un petit peu plus compliquée que les autres parce qu'à mon humble avis, elle n'a pas pour but d'être glamour, d'être belle, d'être mode, mais elle a un propos qui est un peu plus profond que ça. Qu'on se le dise, la plupart des célébrités viennent sur les tapis rouges parce qu'elles n'ont pas vraiment le choix, mais en plus c'est surtout pour une question d'image, et quand bien même certaines ont une vraie sensibilité mode, elles développent leur style, elles ont un truc en plus, ou même elles font des clins d'œil historiques, ça va rarement au-delà de l'apparence. Et je pense que Billie Eilish va un petit peu plus loin ces derniers temps, et qu'elle apporte presque une dimension sociologique à ses propositions. Alors peut-être que vous allez dire que je vais un petit peu trop loin, j'ai l'impression qu'en réalité, avec ce genre de tenue, elle dit un gros merde à tous les codes imposés aux femmes dans ce genre d'événement. En général, on attend d'elle qu'elle soit mode, et j'entends par là la société, le showbiz, l'industrie dans laquelle elle évolue, le patriarcat, etc. attend des femmes qu'elles soient mode. Billie Eilish, elle dit « Ok, je viens en Chanel sur le tapis rouge et lors de ma prestation, je suis en Thom Browne, c'est-à-dire des maisons réputées et de renom. » Ensuite, on attend d'elle qu'elle soit féminine. Billie Eilish, elle dit « Pas de souci, je viens en jupe, avec des petites ballerines, et je prends mon petit sac à main. » Mais attention, parce qu'il faut être féminine, mais il ne faut pas être vulgaire, il ne faut pas être too much, il faut se respecter. Il y en a marre maintenant, la mode, c'est toujours de se foutre à poil. Billie Eilish, elle dit « Ok, ma jupe est longue, je mets des petites chaussettes, mon col est remonté jusque-là, il n'y a pas de décolleté. » Mais on veut tout de même qu'elle soit apprêtée. Billie Eilish a fait un brushing et elle est make-upée dans les standards, on va dire, de ce qu'on attend sur ce genre de tapis rouge. Donc finalement, sur le papier, elle respecte tous les codes, et pourtant, on le sait, ce genre de tenue ne va pas plaire, c'est pas ce qu'on attend des femmes sur les red carpet, ça va être considéré comme pas assez esthétique, trop casual, pas assez mode, et c'est en ça que j'ai l'impression qu'elle prend vraiment le contre-pied de tout ce qui est demandé. Donc oui, elle joue le jeu, mais elle en change totalement les règles. Et elle a raison, parce qu'elle a déjà dit à plusieurs reprises qu'elle n'était pas forcément à l'aise avec son corps, avec sa féminité, avec ce qu'on attend d'elle. Je rappelle en plus de ça qu'elle est super jeune, il me semble qu'elle a tout juste la vingtaine ou quelque chose comme ça. Donc lorsqu'elle porte une tenue qui sort de sa zone de confort, c'est quand elle l'a décidé, et on voit qu'elle teste ses propres limites, parce qu'en général, quand elle va vers des tenues un peu plus standards, elle s'hypersexualise, enfin elle joue avec plutôt l'hypersexualisation qui peut y avoir autour d'elle, qui peut y avoir autour des femmes, mais d'autant plus sur les jeunes femmes comme elle, avec comme exemple lorsqu'elle est venue au Met Gala et qu'elle a incarné Marilyn Monroe, qui avait un peu cette même problématique, on va dire, autour d'elle, ou lorsqu'elle fait la couverture du Vogue et qu'elle se met carrément en sous-vêtements. Et preuve en est que c'est un vrai sujet, cette couverture avait énormément fait parler. Donc bref, je pense que ce choix de tenue n'est vraiment pas anodin, qu'il y a un vrai propos derrière, surtout qu'elle a démontré à plusieurs reprises qu'elle a quand même une réelle sensibilité mode, qu'elle a un truc avec la mode, qu'elle aime ça, et que c'est pas forcément un fardeau pour elle, mais justement, au lieu de juste jouer le jeu de la mode, elle préfère se servir de la mode pour raconter quelque chose, et j'aime ça, j'aime son personnage, j'aime ce qu'elle raconte, et par extension, c'est un choix de tenue que je trouve complètement pertinent. Et petit détail supplémentaire, vous voyez qu'elle porte un petit pins au niveau de sa veste de blazer, et il s'agissait d'un appel à cesser le feu à Gaza que plusieurs célébrités ont arboré pendant le tapis rouge. Sur Instagram, vous êtes assez mitigé, ce qui me semble normal, mais quand même, vous l'avez mis un petit peu dans un top. Passons maintenant à Emily Blunt, qui est venue dans une tenue Schiaparelli, qui, comme toujours, a une petite pointe de surréalisme. Ici, on peut voir par exemple que les bretelles sont surélevées par rapport à ses épaules, et qu'il y a également une culotte en trompe-l'œil en broderie sur la robe. Très honnêtement, ce n'est pas ma robe favorite de ce tapis rouge, ni même d'ailleurs du défilé Schiaparelli, mais j'aime bien quand même ce type de proposition qui est un peu plus audacieuse que ce que la plupart nous proposent. C'est une robe qui vient vraiment jouer sur les détails, puisque le haut par exemple semble assez classique, mais finalement il y a un vrai travail sur la matière pour que le buste soit plus rigide et que les bretelles viennent être surélevée par rapport à ses épaules. De même sur le bas, là où on pourrait se dire oui bon, il y a une fausse culotte qui est brodée, en réalité si on regarde en détail, la robe est entièrement en sequin, donc c'est à dire que à la main il a fallu faire les broderies
au milieu des sequins. C'est pas si simple que ça, c'est pas juste une broderie sur un tissu par exemple. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que certes il y a tout cet aspect mode et couture, high fashion et tout ce que vous voulez, et en même temps il y a cette petite touche de fun qui finalement ne fait pas de mal. Par contre je ne suis pas spécialement fan des chaussures, j'aurais aimé soit un escarpin, soit carrément des chaussures Schiaparelli pour aller jusqu'au bout des choses. Pareil pour les bijoux, là c'est peut-être un peu trop gnangnan par rapport à ce que la tenue raconte. C'est un look bien construit et plutôt dans l'air du temps. Emma Stone, elle est venue dans un look Louis Vuitton qui a fait parler de lui puisque lorsqu'elle est montée sur scène pour aller récupérer son Oscar, elle a montré que sa robe s'était cassée dans le dos. Je crois que c'est une fermeture éclair ou quelque chose comme ça. Je pense que l'équipe Louis Vuitton ne devait pas être ravie de la nouvelle, mais au moins ça a fait parler du look et on l'a vu. Après, est-ce que c'est une bonne chose? Je sais pas, étant donné que c'est un look qui ne va pas faire l'unanimité. Même moi, ça me fait ressentir des sentiments un peu contradictoires. À la fois, je trouve ce look bien construit, bien pensé, on voit qu'il est structuré, le bustier tient bien, il y a un beau volume au niveau de ses hanches qui contraste bien avec la jupe qui vient dans une traîne. Il y a des codes à la fois très classiques, très sobres et en même temps, du coup c'est presque un peu fade et mémérisant. Ça va assez bien avec l'univers du film Pauvre créature pour lequel elle a eu un Oscar, donc je sais pas, je suis mitigée. Non, c'est pas une tenue qui me plaît, mais il y a un truc. Je la trouve vraiment radieuse dans cette tenue et je trouve que ça matche bien avec sa personnalité, également avec son univers, et il me semble que c'est important dans une proposition comme ça, mode sur un tapis rouge. C'est certes, il faut que la tenue, elle ait quelque chose, qu'elle ait un aspect couture, glamour ou que sais-je, mais il faut également que ça aille avec la personnalité pour que ça forme un tout. Là, il me semble que c'est le cas. Passons maintenant à Eva Longoria qui est venue dans une tenue Tamara Ralph, et merci! Enfin, une tenue qui lui fit bien, qui montre toute la puissance de cette femme. Parce qu'en général, j'ai un avis assez négatif dans mes fashion police sur les tenues qu'elle propose, parce que je les trouve toujours mal taillées, trop larges, trop longues. Ça la met rarement vraiment en lumière, alors que là, je trouve que c'est moderne. À la fois, c'est glamour, c'est chic, ça lui fit hyper bien au niveau de la silhouette. J'aime beaucoup, moi, le fait que la robe soit entièrement en velours noir. Ça apporte vraiment de la puissance, je trouve, sur ce type de tapis rouge. Encore plus pour les Oscars où on est vraiment sur un tapis rouge avec à côté des énormes statuettes dorées. Et du coup, tout est fait pour vraiment mettre en lumière de belles tenues noires classiques, et d'autant plus quand c'est aussi bien pensé et construit que sa robe, surtout au niveau du décolleté qui est bien arrondi au niveau de sa poitrine et qui vient remonter dans des manches qui sont presque, encore une fois, un peu surélevé, ça donne l'impression que ça flotte autour de son corps, ça rajoute un peu de volume au niveau de ses épaules et ça vient encore plus en trompe-l'œil mettre en lumière sa taille et le reste de sa silhouette, et je trouve ça vraiment divinement beau. Puis sa mise en beauté est réussie, l'accessoirisation c'est tout juste ce qu'il faut. Vraiment, j'aime beaucoup cette silhouette. Et exactement dans le même esprit, on a la robe Schiaparelli qui est portée par Sandra Hüller. Je pourrais faire exactement les mêmes commentaires parce que la construction est pensée de la même manière, avec ce décolleté qui se transforme en manche très rigide et surtout très volumineuse et qui met en lumière ses épaules. On a à la fois l'impression que ça vole autour d'elle, c'est très majestueux, et à la fois l'impression que ça vient englober toute sa silhouette. Mon seul petit regret, c'est que la robe est peut-être un poil trop longue. J'aurais aimé que paf, ça vienne bien au niveau du tapis rouge, et étant donné qu'il y a un esprit presque un peu graphique dans cette silhouette, ça aurait permis de rester vraiment dans ce même état d'esprit et de garder cette sensation de robe très bien taillée, très bien coupée, pensée pour elle. Mais c'est un détail parce que très honnêtement, la silhouette au global est splendide. Manifestement, il y a une vraie tendance autour des manches et des bretelles qui ne touchent pas le corps, puisque Florence Pugh est venue dans une robe Delcor qui elle aussi a les bretelles qui sont surélevées. Ça apporte vraiment une petite touche de fun. Là en plus ça répond super bien au volume au niveau de sa taille qui vient se retourner et se lever comme pour laisser apparaître la jupe et toute la broderie qu'il y a sur la jupe. J'aime bien moi le contraste entre les deux matières, entre le top qui est transparent mais entièrement brodé de petits bijoux de strass qui me fait penser moi personnellement à
comme des bulles d'eau. J'ai l'impression que même avec la couleur, qu'il y a quelque chose de très marin dans cette silhouette, de très sirène. Et cette jupe qui est satinée, qui reflète méga bien la lumière, avec les flashs des photographes, devient même hyper lumineuse. Vraiment... c'est pas ma silhouette favorite, voilà, je vais pas mentir, ça aurait pas été mon premier choix, mais je trouve que ça lui va bien, même par rapport au personnage qu'elle incarne. J'aime beaucoup sa mise en beauté, qui est très glamour, mais à la fois presque un peu chill. On a l'impression qu'elle s'est passée une main dans les cheveux de manière décontractée. Et je trouve le rendu presque un peu sirène, hein, comme je l'ai dit. Ça me fait pas sauter au plafond, mais j'aime bien. Jennifer Lawrence a fait le choix de venir dans une robe Dior haute couture qui lui va à merveille. Vraiment, je la trouve ravissante, resplendissante. Je trouve qu'elle est même rafraîchissante sur ce tapis rouge. Mais j'aurais adoré cette robe à Cannes, par exemple. Je trouve qu'elle est plus adaptée à Cannes que vraiment aux Oscars, où j'aurais voulu peut-être quelque chose d'un peu plus intense, d'un peu plus puissant. Surtout que j'adore Jennifer Lawrence. J'adorerais la voir dans quelque chose d'un peu plus avant-gardiste, de plus moderne, de plus high fashion. Là, c'est peut-être un peu trop simplé pour moi. Bien évidemment que la robe est bien taillé pour elle, c'est bien fité, les plis sont magnifiques, il y a un beau tombé. D'ailleurs, pour une tenue haute couture, je suis étonnée que le motif du pois ne soit pas forcément bien assemblé. Le châle, par contre, c'est pas des manches, hein. Non, c'est un châle. Le châle, je m'en serais passée. Pour le coup, je trouve ça vraiment mémérisant, sachant qu'on est déjà sur une robe très classique, bustier, avec le petit collier argenté. Voilà, ça aurait mérité quelque chose qui rehausse un peu cette tenue. C'est pas une mauvaise tenue, mais franchement, c'est pas ce qu'on attend pour ce genre de tapis rouge et c'est vraiment pas mémorable. Julianne Hough est venue dans une tenue Alexandre Vauthier que j'aime beaucoup. On voit pas souvent des robes avec une forme style empire, alors que ça fonctionne assez bien. Là, ce que j'aime, c'est vraiment le choix des deux matières et la manière dont elles se répondent, avec ce bustier complètement pailleté, mais avec des paillettes un peu longues et qui pour moi est rattaché plutôt au code de soirée festive, de boîte de nuit, entre gros guillemets. Voilà, les robes à paillettes, c'est un peu le genre de robe qu'on met facilement à Noël pour aller en boîte, etc. Mais qui là est contrasté et tranché par ce tissu blanc qui, on le voit, est épais et qui a un tombé, mais qui, je trouve, est somptueux et qui apporte un aspect beaucoup plus couture d'un seul coup à cette proposition. Et en plus, comme vous pouvez le voir, il y a des poches intégrées à la jupe et vous savez que j'adore ça parce que ça donne directement une dégaine beaucoup plus décontractée et qui contraste encore hyper bien avec ces robes qui sont beaucoup plus cocktail. Non, vraiment, moi je suis convaincue. Kristen Dust, elle a fait le choix de venir dans une robe Gucci hyper minimaliste, donc je suppose que c'est vraiment voulu, que ce soit hyper sobre, mais là où je suppose que cette proposition se veut radicale et justement un peu à contre-courant de tous les codes un peu plus festifs, etc. Je trouve qu'on passe un peu à côté et qu'on est juste sur une tenue devant laquelle on se fait chier. Alors bien évidemment qu'elle est bien construite, si on regarde vraiment les empiècements, c'est vraiment très graphique, il n'y a pas de souci de couture. Les bretelles sont tellement fines qu'elles paraissent presque invisibles. Le bas de la robe, on voit bien que c'est coupé vraiment pile au niveau du tapis pour que pareil, on ait toujours cette sensation très graphique, très carrée qui répond bien avec le haut de la robe. Donc oui, c'est une robe qui est bien pensée, qui est bien travaillée, qui est bien fitée sur elle, mais moi personnellement, dans 3 secondes, je m'en souviens plus. Hein. Donc on ne va pas s'y attarder beaucoup plus et on va passer à Margot Robbie qui est venue dans une tenue Versace que j'avais prédit sur Instagram. Bon, en même temps, ce n'était pas bien compliqué. Quand on voit le dernier défilé Versace, on ne pouvait que se douter que cette tenue et les 2-3 autres qui la suivent et qui sont un peu similaires allaient se retrouver sur les tapis rouges, donc je n'avais pas pris de grands risques. C'est simple mais hyper efficace et ce que j'aime énormément dans cette robe, c'est qu'elle est certes en une seule et même matière, de la maille métallique qui est iconique chez Versace, mais elle est travaillée de 3 manières différentes, de manière à ce qu'on ait l'impression qu'il y ait 3 textures différentes, avec le bustier qui est rigide, l'empiècement au niveau des hanches qui vient vraiment englober ses hanches et sa silhouette, qui donne presque l'impression que c'est sculpté sur son corps. La maille métallique donne l'impression que c'est un faux drapé. Et puis ensuite, on a le bas de la robe qui est beaucoup plus classique, qui permet d'avoir des mouvements un petit peu plus fluides, ou du moins autant que le permet cette maille métallique. Et du coup, le rendu est vraiment très harmonieux. Encore une fois, j'aurais aimé une petite accessoirisation un peu plus prononcée, je l'avoue. Mais ça reste une tenue qui est, comme je le disais au début, efficace.
Passons maintenant à Michelle Yeoh qui est venue dans une tenue Balenciaga qui peut-être comme ça de loin à première vue semble être une tenue assez classique, du sequin argenté, des gants de gala, vraiment tenue typique on va dire. Mais lorsqu'on y regarde d'un peu plus près, on peut voir qu'il y a quelques détails quand même subversifs qui font toute la différence. Déjà c'est pas vraiment une robe mais plutôt une jupe et un top, on peut le voir à la différence de nuances entre les sequins, mais surtout le top est en fait une robe retournée et mise à l'envers avec le décolleté qui donne l'impression que ça se casse la gueule et qu'on voit l'étiquette Balenciaga et surtout la traîne qui est le haut de la robe. Donc quand elle marche ça donne un effet un peu spécial puisqu'on a l'impression qu'elle se traîne une robe et qu'il y a quelque chose de pas normal. Et même sur Instagram j'ai reçu quelques messages privés qui me disaient mais le haut il est en train de se casser la gueule, non il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Bien évidemment c'est fait exprès, c'est du Balenciaga, c'est vraiment pour jouer avec les codes de la couture et même renverser justement les codes de la couture. Et pourtant je trouve cette tenue divinement chic. J'aime beaucoup le sequin argenté qui reflète bien la lumière avec les gants en velours noir qui rajoutent en intensité. On voit que c'est du Balenciaga en un seul coup d'œil. Je trouve que c'est à la fois très élégant et à la fois il y a cette petite touche inhabituelle, ce truc presque un peu destroy, comme si elle avait pris le premier truc qui venait dans son placard et qu'elle avait enfilé sans regarder où était le devant du derrière et qui ajoute cette petite dimension un peu plus fun que j'aime beaucoup voir dans la mode. Vanessa Hudgens est venue dans une tenue Vera Wang et son passage sur le tapis rouge a pas mal été remarquée puisqu'elle en a profité pour dévoiler sa première grossesse, de quoi faire le buzz sur les réseaux sociaux. Et je trouve que cette tenue est pertinente pour l'annonce de cette grossesse, très sobre, très chic, mais avec le détail de drapé qui vient sous son ventre et qui vient le mettre en avant. Alors c'est vrai que sur la plupart des photos, il n'est pas vraiment visible, mais quand on y regarde de plus près quand même, je trouve que ça a une vraie valeur ajoutée, que c'est très joli et que ça met vraiment en lumière son ventre, même si c'est du ton sur ton, l'effet de matière fait quand même la différence. Et puis en plus comme ça se croise et que ça vient entre les jambes, je trouve que ça apporte une touche de modernité. Et comme cette tenue est très couvrante, elle vient vraiment jusqu'au cou, sur les mains, ça finit en une énorme traîne, même les chaussures elles sont noires à pointe, donc vraiment on ne voit rien mis à part peut-être ses mains, mais ça donne la sensation qu'elle est une ombre et je trouvais ça assez poétique pour dévoiler une grossesse, de se montrer comme une ombre en fait et de montrer du coup son ventre comme une ombre. Je sais pas si ça fait sens pour vous, mais moi j'ai trouvé ça poétique, j'ai trouvé que c'était mignon. À la fois on reconnaît bien toute l'influence de la tendance luxe silencieux, je le dis à la française, dans cette tenue avec même Sofia Richie qui est la hit girl de 2023 qui représente bien cette tendance et qui a fait ce style de silhouette, de proposition. Mais là, ça lui va bien, je la trouve vraiment radieuse, ravissante. À la fois, son ventre vient comme une ombre et à la fois, du coup, ça met toute la lumière sur son visage qui est hyper souriant parce qu'elle est contente. Enfin, j'aime bien. Après, Vanessa Hudgens, c'est un peu ma queen, donc bon, mon objectivité, voilà. Et puis on va finir avec Zendaya qui est quand même la célébrité qui était la plus attendue sur ce tapis rouge. Il faut dire que vu toutes les silhouettes qu'elle nous a proposées lors du press tour du film Dune, on se disait Zendaya, la queen of the queen, elle va venir sur le tapis rouge, elle va encore nous faire un de ses moments mode. Bon, le soufflet est un petit peu retombé, en tout cas pour moi, j'avoue que je m'attendais à une tenue beaucoup plus mémorable, à un vrai moment mode sur les Oscars, sachant que c'est un tapis rouge qui est hyper attendu, beaucoup de monde en parle, etc. Je me suis dit, elle va en profiter pour faire un peu le bouquet final de tout son press tour qui a été majestueux. Ça n'a pas été le cas. Zendaya est une personnalité qui a une aura tellement forte et qui a vraiment un style, un sens de la mode. Enfin, elle a vraiment un truc en plus que, bon, bah, tout lui va, quoi. Donc, au bout d'un moment, c'est même pas juste. Comme je le disais tout à l'heure, parfois il faut vraiment qu'il y ait un match entre la tenue et la célébrité. Et là c'est le cas, Zendaya apporte quelque chose à la robe et la robe apporte quelque chose à Zendaya. Et c'est ce qui fait que c'est sublime à ce point. Mais sur une autre personnalité, je ne suis pas sûre que le résultat aurait été autant sensationnel. Après, la robe en elle-même, techniquement, est somptueuse. Le tissu rose là, on dirait presque une intelligence artificielle.
tant ça reflète à merveille la lumière, ça fait des effets d'optique. En plus de ça, on peut voir qu'il y a des plis qui viennent s'enrouler autour de ses hanches et qui permettent en fait que les fibres du tissu convergent vraiment en un point sur son ventre, et c'est ce qui fait que la lumière reflète aussi bien et que ça donne cette sensation d'effet d'optique sur son ventre. Enfin, vous avez compris, je trouve ça vraiment magnifique. En plus, le tissu, comme il est un peu fluide, a été traité comme une robe un peu d'été, comme un paréo. Ça vient s'enrouler autour de sa bretelle et ça vient vraiment en opposition avec ce bustier très rigide, entièrement en sequin. Et finalement, les deux à la fois sont très contrastés, mais à la fois se rejoignent et se mélangent, notamment au niveau du ventre où on peut voir que les sequins viennent sur le tissu rose et se transforment en palmier. Le motif est très estival et ça contraste avec le côté tenue de cocktail Oscar. Et ça aurait pu être casse-gueule, mais finalement ça marche, c'est juste, c'est équilibré. Zendaya le porte à merveille. J'aime beaucoup également la forme un peu presque sirène. C'est très subtil, c'est très léger, mais ça lui fait une silhouette de ouf. Ça lui donne l'air d'être la statuette des Oscars. Vraiment magnifique. La mise en beauté, magnifique, un peu vieux Hollywood, qui en plus répond bien à cette robe qui a des airs un peu rétro, mais qui est pourtant archi moderne. Enfin... c'est une belle proposition, c'est une belle silhouette. Oui, j'attendais quelque chose de beaucoup plus waouh, mais dans les faits, elle est parfaite. Et c'est finalement la tenue parfaite pour conclure cette vidéo et ce tapis rouge qui, ma foi, était plutôt bon. Mes avis étaient en majorité positifs, mais, parce que oui, il y a un mais, bah on reste sur notre faim quoi, on est un peu frustré et on a envie de plus parce qu'on sait qu'on peut l'avoir, on sait qu'on peut l'obtenir quand on voit les défilés haute couture, même les défilés prêt-à-porter, les designers qu'il y a actuellement, les moments mode même parfois qu'on voit sur d'autres tapis rouges ou pendant les press tours, etc. On sait que c'est possible, on voit bien qu'on le touche du bout des doigts, mais on ne l'atteint pas et on reste sur des propositions qui sont quand même banales et classiques. Très sobre et c'est pas péjoratif, on l'a vu d'ailleurs sur ce red carpet, on peut être classique et sobre et être over the top. Là, il y a vraiment un sentiment de trop peu. Mais j'ai l'impression qu'un peu chaque année, on a ce même discours, donc est-ce que c'est nous qui sommes trop sévères ? Peut-être. En tout cas, après cette soirée des Oscars, il y a eu l'after party Vanity Fair qui a aussi son tapis rouge et qu'on va aussi critiquer lors d'une prochaine vidéo. Donc si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Vous allez voir, c'est un petit peu plus fun, on s'amuse un peu plus. Donc j'ai très hâte de vous parler de tout ça. N'hésitez pas également à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, déjà pour pouvoir voter, parce que j'aime bien savoir votre avis, voir si on est sur la même longueur d'onde ou pas. Et puis je vous partage toutes les actualités mode, j'essaye de vous faire des petits reels, des petits TikTok, etc. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour donc la prochaine vidéo sur le tapis rouge Vanity Fair.